aussi qui bien souvent à tous ceux parfois commenter ce quotidien, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui font votre travail que d'autres peuvent vivre en tranquillité et prétendre à être heureux. Je ne laisserai personne caricaturer ce travail, et que vous soyez force de l'ordre, affectés dans les services des étrangers des préfectures et sous-préfectures, à l'OFII, à la police aux frontières ou dans les services de police et de gendarmerie. Ce travail que vous faites au quotidien, pour qui le faites-vous? Pour les Françaises et les Français. Et qui protégeons-nous? Nos concitoyens, évidemment au premier chef ceux du Calaisis, mais nos concitoyens les plus populaires, ceux qui vivent les conséquences les plus directes de l'inaction lorsqu'elle a pu parfois s'installer, ceux qui veulent et qui peuvent prétendre à une vie normale et qui s'attendent simplement à ce que l'ordre républicain soit maintenu. Qui peut penser une seule seconde qu'une femme ou qu'un homme quitte son pays en prenant tous les risques et va parfois passer des mois à traverser un continent, une mer pour arriver jusqu'ici? Personne. Je les ai vus ce matin, plusieurs élus étaient avec moi à Croisy. Personne ne peut penser que c'est un geste innocent, que les femmes et ces hommes qui sont ici, dans le Calaisis, à chercher un avenir, sont des gens heureux. Ce sont des êtres humains à qui nous avons ce devoir d'humanité à reconnaître. Mais qui peut penser une seule seconde que un gendarme, un policier, un fonctionnaire de préfecture s'est engagé pour accomplir ces missions délicates qui sont faites au quotidien, pour faire ce que vous faites chaque jour, pour faire ce que parfois certains décrivent sans venir le vérifier eux-mêmes? Qui peut le penser? La situation est ce qu'elle est par la brutalité du monde qui est le nôtre. Et il nous faut tout à la fois avoir cette humanité parce que ce sont des femmes et des hommes à qui nous la devons et nous devons la reconnaître, qui sont face à nous, mais parce que ce sont des femmes et des hommes fonctionnaires de notre République qui sont là, qui se sont engagés au quotidien et qui ont droit au respect eux aussi. Parce que c'est leur souci de chaque jour qui rend notre tranquillité possible. Parce que c'est leur engagement de chaque jour qui rend l'ordre de la République possible. Pour cela, vous devez être exemplaires. J'exige que chacun dans la République reconnaisse votre dignité, je viens de le dire. Mais nous devons, et la République se doit, de reconnaître la dignité de chacun. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je sais que le respect de ces règles est au cœur de vos missions. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. Pour autant, nous ne laisserons pas installer de nouvelles occupations illicites. Mais à chaque fois que les occupations sont défaites, conformément à la loi, les effets doivent être récupérés par les intéressés, et le seront. Depuis le mois d'août dernier, un système a été mis en place qui, dès l'arrivée de nouvelles forces, conduit à ce que celles-ci soient dûment réunies en sous-préfecture, puissent rencontrer les associations et que toutes ces règles déontologiques soient précisément rappelées. 13 réunions de ce type ont été tenues. Aucun manquement à la doctrine, à vos règles d'emploi qui sont formalisées et à la déontologie qui organise votre action ne sera toléré. Et si manquement il y a, les sanctions seront prises. La réaction des autorités, ma réaction, sera proportionnelle à la confiance sans faille que nous plaçons en vous. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis extrêmement attentif lorsque l'action des forces de l'ordre est mise en cause et lorsque l'on parle de violence policière. Je sais aussi que nombre d'habitants de Calais et du Calaisis, avec leur tradition d'hospitalité, sont meurtris
lorsqu'ils entendent qu'ils pourraient tolérer des violences de quelque nature que ce soit dans leur région. D'abord, il existe des voies de recours qui sont ouvertes par la loi à tout requérant. La saisine directe de l'inspection générale de la police nationale ou celle de la justice via le procureur de la République territorialement compétent. Que ceux qui assistent à des scènes telles qu'ils les commentent les dénoncent et déclenchent de telles procédures. Ou alors, de fait, ils se rendent coupables de n'être que des commentateurs du verbe, il faut agir. Ensuite, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'examiner systématiquement et de rétablir la vérité des faits, soit pour défendre les agents, lorsque ceux-ci, justement, n'ont pas commis de tels faits, y compris devant les juridictions, soit pour prendre toutes les mesures et sanctions qui s'imposent. Je ne tolérerai jamais que l'on travestisse la vérité. Face à ces dénonciations, faites sans éléments de preuve et non portées à la connaissance de la justice, deux possibilités s'offrent à nous après les avoir examinées avec toute la rigueur nécessaire. Soit les faits dénoncés ne sont pas avérés et relèvent de la diffamation, la réponse de l'État sera claire. Répondre et, lorsque les conditions juridiques sont réunies, saisir la justice en cas de diffamation ou d'injure et apporter tout le soutien juridique aux préfets et aux forces de l'ordre. Je sais aussi que certains policiers, mis en cause personnellement, ont eux-mêmes engagé des procédures. Soit les faits ont une apparence de vérité, semblent probables, et j'ai également là demandé au ministre de l'Intérieur qu'il soit porté à la connaissance des autorités administratives et judiciaires afin de mener les enquêtes nécessaires à la manifestation de la vérité. Et si les faits sont avérés, il y aura des sanctions administratives et la justice passera. En la matière, il n'y a pas de demi-vérité. L'ensemble de ces dispositions seront consignées dans une circulaire adressée par le ministre de l'Intérieur au préfet. Les forces de l'ordre doivent assurer l'effectivité de l'application de la loi. Si les migrants n'acceptent pas les propositions de mise à l'abri qui leur sont faites systématiquement par les services de l'État, s'ils refusent les prises d'empreintes nécessaires dans le cadre du règlement Dublin, s'ils commettent des infractions, notamment en détériorant les camions ou les propriétés privées, ils le font en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Aussi, nous leur devons ce message de vérité. Rester à Calais, se fabriquer des abris de fortune dans les sous-bois et les marais, parfois dans des squats, constitue une impasse. L'alternative est claire et ouverte, elle passe par l'accueil dans des centres d'hébergement où la situation de chacun sera examinée avec la plus grande attention, notamment pour ceux qui demanderaient l'asile dans notre pays. L'ordre républicain vaut pour tout le monde. Et je ne saurais expliquer à nos concitoyens qui chaque jour se lèvent, vont au travail, qui payent leurs impôts, qui se comportent en bons citoyens, qu'il y aurait une forme de non-droit pour certains autres. Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République. Le président de la République qui va... Enfin, j'ai demandé au ministre, dans 48 heures, avec Theresa May, plusieurs des éléments, une prime exceptionnelle de résultat. Vos missions et votre exemplarité sont indispensables à la bonne mise en œuvre de cette nouvelle politique, celle dont nous avons besoin dans notre gestion. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs. C'est la plus grande rigueur, la plus grande exemplarité et le soutien complet de la nation qui vous est ici apporté. L'accueil à Calais et dans le Calaisis est organisé. Et il est organisé selon des règles, avec humanité, avec clarté, mais là aussi, dans un ordre que nous avons défini et entendons faire respecter. Les premiers résultats de l'action conduite depuis plus d'un an sont tangibles. Depuis le démantèlement de la jungle, 8200 personnes ont vu leur situation examinée dans les centres d'accueil et d'orientation et certains ont rejoint des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ce fut, en fin d'année 2016, une opération d'une ampleur exceptionnelle au niveau national. Et l'État a mis en place dans le Pas-de-Calais, et notamment pour toutes les personnes qui, justement, sont arrivées depuis la jungle de Calais, un dispositif
unique, expérimental, mais qui organise l'accueil que nous voulons ici assurer. Il n'y aura aucune reconstitution de jungle et aucune tolérance sur une occupation illégale du domaine public ou privé à Calais ou dans ses environs. Il y a, par contre, des centres d'accueil et d'examen des situations administratives qui ont été mis en place depuis le mois d'août dernier. Suite au discours que j'ai tenu à Orléans le 27 juillet, 3 centres ont été ouverts dans le Pas-de-Calais et 2 dans le Nord. J'ai visité ce matin, avec plusieurs d'entre vous, le CAES de Croisille, qui s'inscrit pleinement dans ce dispositif. Et il répond aux engagements que j'ai pris. L'hébergement y est assuré de manière inconditionnelle. Un délai est octroyé à chacune et chacun à partir du moment où il arrive dans le centre d'accueil, d'une dizaine de jours, que dans la période hivernale, nous allons porter à une quinzaine de jours. Suite à quoi, les personnels ici présents, avec justement la préfecture, l'OFI, les associations qui contribuent à ce travail, assurent l'accompagnement administratif pour que la procédure puisse se déclencher au plus vite. Nous avons divisé par 4 les délais d'instruction depuis la mise en œuvre de ce dispositif. C'est donc efficace et pertinent. Le CAES leur permet ainsi de voir leur situation administrative examinée pour le plus rapidement possible, avoir un rendez-vous devant le guichet unique de demande d'asile à la préfecture de Lille. 1 mois au lieu de 4 mois avant ce dispositif. La qualité de la prise en charge repose sur un engagement que j'ai pu mesurer ce matin. Et je veux remercier tous les acteurs de ce dispositif. La préfecture, la ville, avec un maire exemplaire qui s'est engagé, qui a dû convaincre, et aujourd'hui une population qui s'est engagée. C'est la solidarité, justement, que ce maire de Croisille, que nous avons vu tout à l'heure, nous dit devoir à Calais. C'est cela le territoire de la République. Et donc c'est l'engagement de ce maire, des bénévoles dans sa commune, des associations qui œuvrent chaque jour à ce travail. Je veux rendre hommage collectivement et individuellement à toutes celles et ceux qui rendent concrète, effective cette action et permettent d'organiser cet accueil inconditionnel, des cours de français dès les premiers temps, du temps de présence, de l'accueil humain, et qui nous permettent d'assurer les procédures administratives beaucoup plus rapidement que naguère. La qualité de la prise en charge passe par cette coopération avec les collectivités territoriales de manière structurée. Je veux ici tout particulièrement dire combien ce dispositif est important lorsque nous parlons des mineurs isolés. En effet, un dispositif d'accueil spécifique a été mis en œuvre pour offrir à tous ceux qui le souhaitent un hébergement digne et un accompagnement social adapté. Sur l'ensemble de l'année 2017, un peu plus de 2200 personnes étrangères se déclarant mineures ont été prises en charge à partir de Calais, au centre de protection de l'enfance situé à Saint-Omer, à une trentaine de kilomètres d'ici, dans un département qui reçoit chaque année 6000 mineurs. Le nombre de mineurs concernés en atteste, il est près de 2 fois plus élevé en 2017 qu'au cours de l'année 2016. Alors que la population concernée est nettement moins importante, comme je le rappelais tout à l'heure. Il y a donc aujourd'hui une préoccupation toute particulière pour ce département au sujet des mineurs non accompagnés. Je veux ici remercier chaleureusement le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, M. Jean-Claude Leroy, et les agents du service de l'aide sociale à l'enfance pour votre engagement fort au service de cette politique de protection des mineurs étrangers non accompagnés. L'État prendra des dispositions particulières sur ce sujet. Une réflexion d'ensemble, comme vous le savez, est conduite, mais pour le Pas-de-Calais tout particulièrement, il nous faut mettre en œuvre des réponses spécifiques, ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Et je souhaite que nous puissions aussi avoir, de la part de nos amis britanniques, des réponses spécifiques sur ce sujet. Je sais que la tâche est rude,
Mais je sais également que le partenariat noué avec la préfecture, les services de l'OFII, les magistrats du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer porte ses fruits dans ce contexte. La garde des Sceaux, qui est à quelques kilomètres d'ici en ce moment même, s'est rendue jeudi dernier à Boulogne-sur-Mer au tribunal de grande instance pour justement examiner la mise en œuvre de ce dispositif. Je veux aussi à cet instant rappeler qu'au niveau national, nous faisons face à l'arrivée croissante sur l'ensemble du territoire de mineurs isolés étrangers, près de 25 000 en 2017, principalement en provenance d'Afrique, et donc au-delà de ce défi du Calaisis, nous avons évidemment une réponse structurée que nous apporterons. Vous le voyez, c'est un dispositif complet d'accueil, de prise en charge qui est mis en place, qui est organisé et non plus subi, et sur lequel nous tiendrons. La qualité de la prise en charge des personnes qui se trouvent dans la rue repose sur des maraudes organisées par l'État, par l'intermédiaire des associations qui permettent d'aller au contact direct de ces populations. Parce que je sais là aussi l'inquiétude, et comme vous, j'ai vu les scènes, et je sais que beaucoup les voient au quotidien, les associations que je verrai tout à l'heure, les services de la ville aussi, qui nous font assister à ces scènes où de nombreuses femmes, de nombreux hommes restent encore cachés dans les sous-bois, dans des squats, dans la rue. Sur ce sujet, nous allons au contact. L'organisation des maraudes est le moyen de les ramener vers ces centres d'accueil que j'évoquais un instant. Et nous devons continuer à développer ce qui est cette approche humanitaire et d'explication. J'appelle ici toutes les associations à la responsabilité. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais, jamais elles n'auront l'État à leur côté. Toujours nous défendrons les associations qui, travaillant en partenariat avec l'État et les collectivités territoriales, vont au contact, apportent les services élémentaires, protègent, expliquent et permettent d'accompagner dans ces centres d'accueil. C'est ainsi que l'État organise les maraudes avec des associations. Un financement complémentaire de l'État a été attribué à France Terre d'Asile, qui est l'opérateur du département pour cette mission. Désormais, c'est une équipe de 7 travailleurs sociaux qui interviennent au contact en permanence de ces populations, et je veux ici leur rendre hommage. À chaque fois qu'une personne est identifiée, une proposition systématique de mise à l'abri lui est faite. À chaque fois qu'on lui dit qu'elle sera emmenée à la police, on lui ment. À chaque fois qu'on lui dit que lorsqu'elle est emmenée dans un centre d'accueil, c'est la police qui l'attend, on lui ment. Et c'est ce mensonge diffusé par de trop nombreux qui aujourd'hui nuit à notre efficacité collective, qui aujourd'hui nuit même à l'humanité que nous devons à ces personnes. Je veux remercier ici les équipes de maraudeurs pour leur mission difficile, ô combien difficile, et ce contact direct qu'elles ont au quotidien avec ces populations. Notre honneur, c'est de protéger les plus vulnérables. Mais notre honneur n'est pas simplement d'avoir des déclarations faciles, faites depuis Paris, loin d'ici, en regardant telle ou telle photographie. Notre honneur, c'est sur le terrain d'aider celles et ceux qui apportent non pas une situation d'expédient, non pas en quelque sorte l'installation dans une situation intenable, la promotion de l'illégalité, l'impasse. Non, celles et ceux qui apportent l'humanité durable dans la République. Alors oui, la qualité de la prise en charge est assurée avec des financements complémentaires dégagés par l'État. Et c'est normal, Madame la maire, que l'État soit là sur ce sujet parce que la ville a déjà beaucoup assumé. Des douches, des sanitaires, des points d'eau, un accès aux soins, de manière organisée et régulée. L'État le fait grâce à l'ensemble des acteurs ici présents, en lien avec des associations, des travailleurs sociaux qui le font dans un cadre organisé. L'État le finance. 30 personnes sont accueillies chaque jour en moyenne à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Calais. 30 par jour.
C'est l'État qui le finance, qui l'assure, qui le fait. Et que les agents hospitaliers qui accueillent ces personnes et les soignent soient ici remerciés. Que l'ensemble des acteurs de santé qui font les premiers soins dans les centres que j'évoquais soient ici remerciés. Que les associations, les bénévoles qui s'engagent à nos côtés soient ici remerciés. Et je veux vous le dire ce matin très clairement, nous apportons tous ces services. Mais il y en a un aujourd'hui que nous n'apportons pas encore. C'est l'accès à la nourriture au repas, qui est assuré aujourd'hui par des associations. Alors je vais vous le dire très clairement, nous allons le prendre à notre charge. Mais nous allons le prendre à notre charge de la même manière, de manière organisée, avec des points mobiles, sans tolérer aucune installation de campement illicite, et en incitant tous ceux qui sont prêts à financer cette prestation à contribuer à son financement dans le cadre organisé par l'État et avec l'État. C'est ce socle humanitaire que nous devons à chacune et chacun, mais dans l'ordre républicain, dans l'ordre assuré chaque jour, et en ne tolérant aucune reconstitution de campements illicites à Calais et dans le Calaisis. Ce travail est réalisé dans des conditions difficiles, là aussi inconnues ailleurs. Et je veux ici apporter à l'ensemble des acteurs que j'ai cités la reconnaissance de la nation. Mais au-delà de Calais, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre politique d'asile et d'immigration. Et sur ce sujet, les recettes trop faciles, les déclarations à l'emporte-pièce n'apportent souvent pas grande solution. La nouvelle politique que nous voulons conduire est le fruit de valeurs qui sont les nôtres, d'humanisme, d'un accueil inconditionnel des femmes et des hommes en les protégeant et du respect de l'asile que nous devons à chacun. Mais c'est aussi l'esprit de responsabilité que nous devons à tous nos concitoyens quand on regarde l'état du monde, les dérèglements de nombreuses zones de voisinage et la nécessité d'organiser dans la République cet accueil. Notre ligne est claire, à chacun nous devons garantir un accueil digne et humain, en particulier la mise à l'abri lorsque c'est nécessaire. À tous, nous voulons donner une réponse rapide. À ceux qui sont admis au séjour, nous devons donner une vraie chance de s'intégrer. Mais à ceux qui ne sont pas admis, après l'exercice des voies de recours qui leur sont ouvertes, nous devons faire en sorte qu'ils regagnent effectivement leur pays. Depuis tant d'années, nous faisons tout à l'envers. Nous accueillons de manière indifférenciée, nous prenons des délais inacceptables et bien plus longs que tous nos voisins européens, 18 mois en moyenne pour obtenir l'asile, dans certaines régions c'est plus de 2 ans. Nous n'investissons pas assez pour intégrer pleinement celles et ceux qui obtiennent des titres de séjour, l'asile ou des titres durables, et nous ne reconduisons pas celles et ceux qui s'installent dans des situations irrégulières. La politique mise en place depuis l'été dernier, c'est de remettre tout cela dans le bon ordre. D'abord par une politique internationale responsable, une politique de coopération, d'échange avec les États d'origine et de transit. Celle mise en place dès le 28 août dernier à Paris, avec l'Union africaine, plusieurs États africains d'origine, de transit, l'Union européenne et plusieurs pays européens, pour permettre d'envoyer des missions de l'OFPRA qui assureront la protection, l'octroi de l'asile à des femmes et des hommes qui, depuis le Niger et le Tchad, y ont droit, leur évitant de passer des années parfois dans des camps en Libye ou de traverser à leur risque la Méditerranée, mais de permettre aussi le retour vers les pays d'origine de femmes et d'hommes qui n'ont aucune chance d'accéder à une protection quelle qu'elle soit en Europe. Ce travail est organisé avec et par l'Union européenne, en partenariat avec l'Office des migrations internationales et l'Union africaine. Il a commencé à donner ses premiers résultats. Ce sera un travail long, patient, mais il suppose une coopération étroite avec l'ensemble des États du Golfe de Guinée, de la bande sahélo-saharienne, jusqu'à la Libye.
il est évident que les actions que nous menons par ailleurs pour stabiliser politiquement la Libye seront une des réponses durables pour mettre fin à ce qui est aujourd'hui un trafic organisé de femmes et d'hommes, dont le résultat final est vécu ici, mais qui se joue à l'international. L'action de la France est sur ce sujet cohérente, déterminée, vigoureuse. C'est ensuite une politique européenne conséquente qu'il nous faut mettre en place. Parce que, dans nombre de cas, nous vivons ici les incohérences, les insuffisances de la politique européenne. Lorsque, je le vivais tout à l'heure avec certains d'entre vous, au centre on nous dit qu'on a telle ou telle femme ou homme qui se trouve en situation d'être contrôlé et qui avait demandé quelques mois plus tôt l'asile en Italie ou en Allemagne, et qu'il faut reconduire dans ce pays pour qu'il puisse reprendre les délais, puis qu'il revient quelques semaines plus tard. Le système de Dublin tel qu'il a été mis en place est plein d'incohérences, en tout cas n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Alors, j'entends les critiques de ceux qui veulent mettre fin au système de Dublin et de l'État responsable pour la demande d'asile, pour le remplacer par un système où la demande d'asile pourrait être déposée dans n'importe quel État européen. À court terme, ça n'est pas une solution envisageable parce qu'elle conduirait à déresponsabiliser tous les pays d'entrée. Ce que nous devons faire, c'est organiser une politique européenne plus solidaire à l'extérieur et en son sein. Et donc, mettre plus de moyens au contrôle frontières, plus de cohérence dans la politique à l'extérieur de nos frontières telles que je viens de l'évoquer, et faire converger nos systèmes d'octroi de l'asile, nos règles, et assurer le déploiement d'un système unique et intégré de contrôle. C'est en cours, mais cela va trop lentement. Les États doivent continuer à être responsabilisés, mais il nous faut aujourd'hui assurer une gestion plus harmonieuse au sein de l'Union européenne qui nous permettra, dans le cadre de cette avancée, d'aller vers un office européen de l'asile, qui est l'objectif que nous poursuivons. C'est pourquoi je souhaite que nous accélérions les travaux de déploiement d'un système unique pleinement sécurisé de contrôle des identités et de partage complète des informations entre États européens de l'espace Schengen. C'est pourquoi nous devons nous donner tous les moyens pour assurer une plus grande convergence de nos législations. C'est tout l'enjeu de la négociation européenne en cours, dont je souhaite une conclusion rapide. Et nous en tirerons toutes les conclusions au niveau national. La refonte de notre politique d'asile et d'immigration, à travers le projet de loi porté par le ministre d'État, vise justement à la plus grande convergence avec nos principaux partenaires européens, notamment avec l'Allemagne. Nous devons accélérer nos délais pour instruire la demande d'asile. Je parlais du délai de 18 mois en moyenne, nous devons le ramener à 6 mois. Parce que c'est la protection que nous devons à quelqu'un qui demande l'asile en France. Et parce que si nous voulons pouvoir reconduire quelqu'un qui n'obtient pas l'asile, au final, si nous mettons des procédures qui durent 2 ans, il s'est installé dans une vie normale. Et nous n'appliquons pas les conséquences d'une telle mesure. Nos voisins savent conduire ces procédures en 6 mois. C'est donc vers cela que nous irons, en raccourcissant les procédures et dès le début de la phase, en commençant l'instruction des dossiers. C'est mieux protéger ceux qui ont droit à l'asile et c'est éviter de créer des situations inextricables. Mais c'est aussi rendre plus efficaces nos politiques de reconduite à la frontière. J'entends les commentaires sur ce sujet dans un projet où il est question de porter la durée maximale de la rétention administrative de 45 à 90 jours. Regardons des pays que j'ai souvent défendus. L'Allemagne. La chancelière allemande a eu une politique courageuse sur les réfugiés. Quel est le droit en Allemagne? La durée moyenne est de 180 jours, jusqu'à 18 mois dans certaines situations. Mais enfin, que les gens qui nous disent que ce serait la fin de tout regardent comment ça se passe à nos frontières, dans l'Union européenne, dans des pays que nous prenons comme exemple. Ce qui ne va pas, c'est justement quand les divergences sont profondes entre des pays voisins qui partagent des frontières. Quand nos délais de rétention, nos délais d'instruction sont totalement décorrélés les uns des autres. Parce que qui l'utilise?
les filières de passeurs, ceux qui exploitent la misère et qui guident d'un côté ou de l'autre en contrepartie d'argent. C'est un effort historique qui est accompli par l'État en la matière et que nous mènerons à son terme. Parce que l'objectif, oui, il est bien d'accueillir tout le monde de manière inconditionnelle, de vérifier tout de suite, de pouvoir instruire rapidement, de protéger les uns, de raccompagner les autres. En la matière, l'hébergement d'urgence est évidemment une question éminemment sensible. J'ai pris des engagements et nous irons au bout et nous les tiendrons. Et en matière d'hébergement d'urgence, nous avons, depuis le mois de juillet dernier, poursuivi une ambition qui était inconnue jusqu'alors. 143 000 places financées par l'État sont ouvertes pour accueillir chaque nuit les personnes en détresse, contre 126 000 l'année dernière, à la même époque. Nous avons consacré cette année plus de 2 milliards d'euros pour l'hébergement d'urgence des personnes vulnérables. Pour les demandeurs d'asile, nous ouvrirons 4 000 places supplémentaires en 2018 et encore 3 500 en 2019 pour atteindre à cette date un délai total de 88 000 places. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Pour les réfugiés, nous mobiliserons 20 000 logements d'ici la fin 2018, avec la mise en place d'un dispositif spécifique d'accès hors d'ALO et 5 000 nouvelles places de centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés les plus fragiles en 2018-2019. Mais enfin, ces chiffres ont un sens. Il y a une réalité derrière. Il y a un engagement budgétaire. C'est l'engagement de toute la nation. Et là aussi, je ne peux accepter celles et ceux qui profèrent des contre-vérités et ne reconnaissent pas cet engagement inédit. Simplement cet engagement, il va avec un contrôle. C'est le contrôle que nous devons aux concitoyens français. C'est le contrôle qui va, là aussi, avec l'ordre républicain. Et c'est le contrôle qui va avec l'esprit de responsabilité, qui fait que lorsqu'on installe dans un logement, puis progressivement dans une vie normale, un réfugié, on ne va pas l'installer dans les quartiers les plus difficiles de la République, qu'on a déjà depuis bien longtemps abandonnés. Parce qu'on fait la République au concret. On ne la fait pas en 2 lignes. Un matin de mauvaise conscience. Aussi, si l'accueil inconditionnel des personnes vulnérables est l'honneur de la République, l'accueil inconditionnel ne veut pas dire l'accueil indifférencié. Je ne sais pas expliquer aux Français que nous consacrons des moyens budgétaires croissants sans connaître la situation de chacun au regard de la loi. J'ai aussi, au-delà de ce sujet d'hébergement, une ambition forte pour l'intégration, dont je souhaite revoir en profondeur la politique conduite jusqu'à présent, avec un contrat d'intégration républicaine qui sera complètement revu. C'est pourquoi le Premier ministre et le ministre d'État ont demandé aux députés détachés de faire des propositions ambitieuses en matière d'intégration des personnes ayant obtenu un droit de séjour en France. Ces conclusions pourront alimenter le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Nous devons faire plus, le plus tôt possible, pour enseigner le français, permettre une intégration plus rapide, comme nous l'avons parfaitement vu ce matin, du fait de bénévoles et d'un engagement local, associatif, citoyen. Nous devons non seulement le valoriser, mais l'encourager, investir, plus que nous ne faisons aujourd'hui. Le volume de cours de langue française doit être porté à son maximum, à ce qui est utile, crédible, pour qu'une femme ou un homme qui vient de l'autre bout du monde et à qui nous apportons la protection que nous lui devons, puisse entrer dans la communauté nationale. Je veux aussi que cet engagement soit un engagement en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi, avec une logique de contractualisation avec les partenaires sociaux, pour offrir une formation qui soit adaptée aux filières en tension dans les régions concernées. Je veux sur ce sujet une impulsion très forte, spécifique, portée sur l'intégration des réfugiés. L'État mettra en place un accompagnement personnalisé, renforcé, concernant les réfugiés les plus vulnérables. Je pense en particulier aux femmes réfugiées. Dès la semaine prochaine, un délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés sera nommé en Conseil des ministres. Vous le voyez, cette politique est exigeante, complète, mais elle implique à chaque étape un discours de vérité, une exigence
qui est celle de la République. L'État s'engage. L'État n'est pas dans la démagogie, dans la facilité ou dans l'irresponsabilité, et avec lui l'ensemble des collectivités territoriales de la République. Et je veux saluer ici l'engagement de la région, du département, de la ville et des nombreuses villes que j'évoquais depuis tout à l'heure qui sont ici partenaires. C'est cet esprit républicain qui nous fera tenir et avancer. Parce que c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Ils attendent l'ordre, l'autorité là où elle doit être exercée, l'humanité à chaque instant. Et ils n'attendent pas des déclarations. Ils attendent des manches retroussées pour agir sur le terrain, dans ce cadre, avec celles et ceux qui portent la République et l'ambition de la République au quotidien. Mais l'État, et je conclurai sur ce point, sera aussi présent pour l'avenir du territoire. C'est ce que nous devons au Calais d'aujourd'hui et de demain. Un territoire qui dispose de formidables atouts sur lesquels nous devons capitaliser ensemble. Je les évoquais tout à l'heure en parlant des atouts de la région, de sa situation géographique, de sa place dans les échanges européens, de sa place en matière de logistique, en matière économique, industrielle, de services, en matière de pêche. Sur ce sujet, je sais les intérêts de la région dans le contexte tout particulier du Brexit. Je sais, Monsieur le Président de la région, Madame la maire, combien vous êtes sur ce sujet soucieux. Je sais aussi combien sont soucieux de nombreux milieux économiques, de la pêche, de l'industrie, de la logistique qui s'interrogent sur les conséquences possibles du Brexit. Les intérêts de la région seront pleinement pris en considération dans le cadre des discussions et des négociations que la France mènera. Je vous les rendrai transparentes dans le cadre du mandat que nous préparons pour le mois de mars à l'endroit de notre négociateur Michel Barnier. Il est évidemment nécessaire que l'ensemble de ces filières soient pleinement prises en compte. Quelles que soient les évolutions à venir et les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le territoire demeurera attractif sur ce plan et doit le demeurer. La région est également attractive pour les investisseurs internationaux et vous pouvez compter sur l'État pour vous accompagner dans cette démarche. La région s'est beaucoup mobilisée, l'État sera toujours à ses côtés et nous continuerons à l'être dans les prochains jours et les prochaines semaines. L'État apporte aussi à Calais un soutien important, notamment dans le cadre du contrat de développement du Calaisis, où tous les engagements pris ont été et seront tenus, en particulier dans la deuxième phase de mise en œuvre. J'ai notamment demandé une mobilisation de toutes les administrations concernées pour débloquer certains dossiers majeurs pour le territoire. Je pense au soutien aux entreprises ou à certains projets d'aménagement. Je souhaite que nous poursuivions ce soutien au regard de vos nouvelles priorités. Et je suis favorable à ce que soit examiné et à ce qu'une réponse positive soit apportée à deux opérations qui pourraient être réalisées à court et moyen terme via un avenant au contrat de développement du Calaisis, la réalisation de la seconde phase de l'opération d'aménagement du front de mer de la ville de Calais et l'opération culturelle Le Dragon, qui, je le sais, Madame la maire, vous est chère. Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que, aujourd'hui, j'étais ici venu vous dire. Vous le comprenez, si j'ai souhaité m'exprimer devant vous, c'est pour vous dire à tous combien vous méritez la reconnaissance des Français pour votre action. À travers toutes ces épreuves, Calais est aujourd'hui un défi pour la République. Mais Calais est une image de la République. Agents de l'État et des collectivités territoriales, soyez fiers de votre engagement. Policiers, CRS, militaires de la gendarmerie, militaires, douaniers, soyez fiers de votre action, comme la République peut être fière d'avoir en son sein des agents engagés pour faire gagner l'intérêt général. Associations, bénévoles, citoyens engagés, soyez remerciés pour cette détermination de chaque jour. Mesdames et Messieurs les élus, je veux également ici vous dire la reconnaissance qui est la mienne pour vos actions et le travail qui est conduit ici avec l'État.
Vive Calais, vive la République et vive la France.